première table ronde. À qui la faute ? Réindustrialiser la France. Quelle réindustrialisation possible dans ce contexte international ? C'est le sujet dont nous débattons ce matin. Un magnifique panel pour cette première table ronde avec cette phrase assassine, cette question importante. À qui la faute ? Attention, il y en a qui doivent trembler. Je plaisante, il y en a qui ne tremblent jamais. C'est Christian Estrosi, maire de Nice, ancien ministre de l'Industrie. Merci, monsieur le ministre, d'être sur ce plateau. Avec nous également Loïc Le Floch-Prigent, qui était en ouverture, vous êtes PDG de LLFP Consulting. Joseph Taillefer, secrétaire général de Plastalliance. Vous nous expliquerez dans un instant ce que ça recouvre. Et puis Pierre-Yves Burlot, vous êtes le directeur développement durable de Séché Environnement. Voilà des points de vue différents pour travailler cette thématique au cœur de l'actualité. Monsieur le ministre, je me tourne vers vous parce que la désindustrialisation, au moins tout le monde est d'accord pour le constat, me semble-t-il, mais quelles sont les raisons qui ont poussé à cette désindustrialisation ? Tout simplement qu'on a considéré pendant les 30 dernières années, il faut dire les choses, que nous pouvions au fond nous consacrer sur des secteurs essentiels qui petit à petit sont plus devenus des secteurs de services que des secteurs purement industriels, c'est-à-dire sur des activités non délocalisables, et que sur tout ce qui était délocalisable parce que permettant de produire à des coûts dans des pays où les règles sociales, les règles environnementales étaient moins exigeantes que les nôtres, permettait aux actionnaires des grandes entreprises françaises, je dis bien aux actionnaires, de tirer des dividendes suffisamment conséquents. Donc, naturellement, je ne veux pas en même temps tirer sur tous ceux qui se sont comportés de manière vertueuse. C'est pour ça que, oui, il y a eu une désindustrialisation, mais parler de réindustrialisation, c'est aussi insulter ceux qui, dans des industries de pointe, ont fait le choix courageux de rester en France. Et il y a en France de l'industrie de très haut niveau et hautement qualifiée qui s'est accrochée à la France, qui a voulu continuer à croire à la France, qui, même si ils ont pris des parts dans des filiales sur la scène internationale, et c'est important que nous soyons présents sur la scène internationale, ont fait le choix de garder leurs sièges sociaux, de garder l'essentiel de leur production, de leur centre de recherche et d'innovation. Donc moi, je ne parlerai pas de réindustrialisation, parce que la France reste un grand pays industriel, qu'on le veuille ou non, dans un certain nombre de filières. Et le numérique en fait partie. Vous avez même des pays, je vous prends Huawei en Chine. Vous savez que dans le Huawei en Chine, il y a des éléments qui sont produits par Microélectronique dans ma région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, sans lesquels ils ne pourront pas produire leur Huawei, qu'ils ont un centre de recherche à Sophia Antipolis, que quelque part, il ne faut pas regarder toute délocalisation comme une erreur stratégique, mais comme quelquefois des partenariats et des échanges importants. Et enfin, j'ajoute à cela que ce qui me contrarie le plus en matière de désindustrialisation, c'est lorsque ça touche aux secteurs les plus stratégiques, c'est-à-dire ceux dont on s'est rendu compte avec la crise sanitaire, la pandémie, et aujourd'hui, notamment avec les annonces de Biden cette nuit qui vont nous plonger dans une difficulté encore plus importante, nous rendent otages avec les crises à venir tout au long de ce 21e siècle, de situations qui font que si nous ne réagissons pas pour effectivement dans des secteurs stratégiques retrouver notre part d'autonomie, notre part de souveraineté qui ne peut se concevoir, qu'on le veuille ou non, qu'en bâtissant de grands groupes, des mastodontes européens,
capable de dire aux États-Unis, capable de dire à la Russie, capable de dire à la Chine, vous prenez vos décisions, on prend les nôtres, et on a réussi à construire une force suffisamment puissante pour y résister. Mais ça veut dire, par rapport à ce que j'entendais du débat précédent, sur les normes, sur les contraintes, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient européennes, sur les règles de concurrence qui sont, pour moi, totalement dépassées. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on remette ces principes complètement en cause. Quand on voit comment l'Union européenne s'est opposée à la fusion Siemens-Alstom, alors que nous pouvions faire un grand champion européen, ça illustre qu'on a un vrai chemin à parcourir. On se tire parfois une balle dans le pied, semble-t-il. Loïc Le Floch-Prigent, pour vous, qui a bouté l'industrie hors de France ? C'est forcément les Français. C'est-à-dire qu'on a beau attaquer et considérer que c'est la mondialisation, c'est les Français qui ont souhaité, dans leur pratique, bouter une partie de l'industrie hors de France en considérant qu'elle n'était pas compétitive. Et d'ailleurs, elle n'est pas compétitive. C'est-à-dire que nous avons des problèmes de rentabilité clairs. Et ces problèmes de rentabilité et de compétitivité, on les a parce que on a eu des impôts plus chers que les autres, plus chers que nos voisins européens. Donc c'est en particulier les impôts de production, mais pas seulement, puisqu'on était à 33% par rapport à 25% aujourd'hui. Enfin, on a été plus imposés. On a eu un droit du travail et des charges sociales qui ont été supérieures. Et plutôt que d'essayer de travailler sur ces charges sociales et sur ces conditions de travail, on a dit plutôt partez ailleurs. Et effectivement, les gens sont partis ailleurs. Et puis, troisièmement, la cerise sur le gâteau, pour moi, ça a été le droit de l'environnement qui, à un moment, est arrivé sur la table et qui n'arrête pas de faire du dégât. C'est-à-dire que la plupart des entreprises petites et moyennes dans certains secteurs sont poussées hors de France par le fait que, comme les normes sont plus importantes chez nous qu'en Allemagne, qu'en Italie ou qu'en Espagne, il faut mieux partir ailleurs. C'est-à-dire lorsque, en particulier au niveau du Covid, on est arrivé à dire que les principes actifs des médicaments, puisque j'ai été dans le domaine des médicaments quand même pendant une dizaine d'années, les principes actifs étaient en France à 80% et sont maintenant plus que 20%. Pourquoi ? Parce que les normes européennes retranscrites en France conduisaient à ce qu'il fallait partir ailleurs. Alors on avait le choix entre l'Inde et l'Allemagne, mais on pouvait aller en Allemagne et c'était mieux. Donc il y a un certain nombre de principes actifs qui sont partis en Allemagne et qui ne sont plus en France à cause non seulement de la surtransposition des normes, mais de l'application de la surtransposition des normes, c'est-à-dire de l'attitude de l'administration à l'égard des industriels. Et lorsque je vois des administrations qui sont contentes qu'on mette la clé sous la porte et qu'on parte ailleurs, parce qu'enfin, il va y avoir la propreté autour de moi, je suis surpris. C'est-à-dire, je voudrais que l'administration comprenne que lorsque l'industrie se délocalise, il y a un problème. Je voudrais qu'elle comprenne ça. Et aujourd'hui, elle ne comprend pas ça. Oui, effectivement, je le précise, vous êtes capitaine d'industrie précédemment à la tête de Rhône-Poulenc, Elf, Gaz de France, SNCF, et vous avez présidé cette commission industrie au sein d'Éthique. Pour une illustration, je me tourne vers Joseph Taillefet, secrétaire général de Plastalliance. La France, me dites-vous, est le numéro 3 européen dans la plasturgie. Et vous dites, on a la régulation la plus dure du monde sur l'industrie et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs moyens d'aider l'industrie. Et l'un des moyens, parfois, c'est de rien faire ou, en tous les cas, de ne pas faire plus que ce que les autres font. Comme vous l'avez rappelé, la plasturgie française est numéro 3 européenne. On est 5e, 6e mondial. On est le numéro 2 en termes d'innovation sur les recyclages, en termes d'innovation. On est l'avant-dernier, par contre, européen en termes de taux de recyclage des emballages. Mais on est surtout numéro 1 en termes de législation. On a la législation la plus dure au niveau mondial qui est appliquée. Et là, en l'occurrence, moi, on parlait de l'Europe. Alors, on dit toujours Bruxelles fait des normes ou Bruxelles nous crée des difficultés. Mais là, aujourd'hui, la réglementation européenne est bien plus favorable que ce que la France prévoit. Moi, j'étais la semaine dernière
il y a quelques jours, on va dire, avec l'Alliance circulaire pour les plastiques. Et moi, ce que je constate, c'est que les pays européens et tous les industriels européens du recyclage ou les transformateurs sont en train de travailler non pas à réduire notre industrie, à réduire le plastique, mais à essayer de trouver des moyens de mieux le recycler, de mieux le collecter, de mieux le trier. Et nous, en France, on a une législation dans laquelle on nous dit en 2040, votre industrie va disparaître, en sachant que l'emballage aujourd'hui, ça représente à peu près 40% de l'activité de la plasturgie. Et que ce secteur, de toute façon, va devenir également indispensable pour d'autres secteurs comme l'automobile ou dans lequel on va demander à incorporer de la matière recyclée. Donc là, on est complètement dans ce qu'on appelle une injonction paradoxale, c'est-à-dire une position gouvernementale que j'ai entendue tout à l'heure avec le ministre, sur laquelle on pourrait être d'accord, sur le principe, on va dire, théorique, mais dans la pratique, c'est plus que de la surtransposition, c'est en fin de compte une organisation à moyen long terme de la fin d'une filière, quoi. Et ça, c'est pas acceptable. Alors, vous avez parlé de recyclage, je me tourne bien évidemment vers Pierre-Yves Burlot, directeur développement durable de Séché Environnement. Alors, c'est une réussite méconnue quand même, on a des bons acteurs dans ce secteur, mais je viens d'entendre dans la bouche de M. Taillefer qu'on est quand même avant-dernier du recyclage. Alors, il faut s'en réjouir ou on a du potentiel de ce côté-là? Alors, effectivement, donc Séché Environnement, entreprise familiale industrielle, française, donc de l'ouest de la France, implantée dans différents endroits du monde, notamment en Afrique du Sud et en Amérique du Sud, spécialiste historique des déchets, avec un métier effectivement qui se transforme vers l'économie circulaire, on en a parlé. Alors sur les taux de recyclage, je pense qu'on a parlé du plastique, on a aussi dit que la France avait la place numéro 2 en termes d'innovation sur le sujet, en termes de recyclage. On a des grands champions sur le sujet. On a aussi des ETI comme Séché Environnement qui sont des acteurs forts sur ces questions. Et effectivement, on peut toujours progresser, mais on a en tout cas l'ensemble des forces à notre disposition pour être meilleur. Et quand vous entendez que les normes environnementales et leur accroissement et leur intensité entravent le développement des entreprises, qu'est-ce que vous répondez ? Alors, effectivement, les normes environnementales, les normes de sécurité, on a effectivement une multiplication de la réglementation. Il faut aussi voir le caractère opportuniste de ces normes. Ça permet de développer de nouveaux marchés. Passer d'une économie linéaire à une économie circulaire peut aussi être une opportunité. Développer de plus en plus de matières recyclées. On en a parlé, on aura des besoins futurs pour décarboner l'automobile, puisque souvent, utiliser des matériaux recyclés à la place du vierge, utiliser de l'énergie issue de déchets plutôt que de l'énergie fossile, ça permet aussi de décarboner. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a un juste milieu entre mesures volontaires et obligations à trouver. Effectivement, ce curseur est encore à positionner. Dans votre cas, les solvants que vous faites, ils sont compétitifs par rapport à ceux d'Asie ? Alors, effectivement, donc, Séché Environnement a la particularité d'être un acteur spécialisé du déchet dangereux. Alors, on est acteur global de l'économie circulaire, mais on a une spécialité sur ces déchets. Les solvants, qui sont beaucoup utilisés en chimie, en pharmacie, sont des intermédiaires importants et stratégiques. Les industriels ont le choix entre des productions principalement issues d'Asie, issues de matières vierges, à fort impact carbone, ou des solvants régénérés, recyclés, c'est-à-dire qui ont déjà servi dans une étape de fabrication et qui peuvent ensuite être distillés pour retrouver une qualité vierge. Et nous sommes un des spécialistes européens du sujet. Historiquement, c'est vrai que nos solvants régénérés avaient du mal à être compétitifs avec ces solutions issues d'Asie. Aujourd'hui, on a un changement qu'on observe, qui est effectivement issu du renchérissement des coûts de l'énergie, qui est issu de la volonté d'industrie de relocaliser des activités et donc de raccourcir aussi leur chaîne d'approvisionnement et également de se décarboner, puisque les solvants régénérés ont un impact carbone 5 fois inférieur aux solvants vierges. Et donc, effectivement, là, on voit un basculement qui n'a pas forcément été initié par la réglementation,
mais par l'action volontaire d'industriels pour devenir plus vertueux. Joseph Taillefer, vous me disiez, quand je regarde les entreprises américaines qui décident d'investir en France, ça veut dire qu'elles ne croient pas du tout que les lois sur l'environnement, ces normes qui nous étouffent, vont subsister longtemps, vont faire long feu. C'est ça qu'il faut comprendre ? Nous, notre position, c'est que la fameuse loi AGEC dont Loïc Le Floch-Prigent a parlé tout à l'heure, qui prévoit justement une fin des plastiques à usage unique en 2040, pour nous, c'est une fake news. Honnêtement, on le dit clairement. Quand vous avez des géants comme Eastman ou Loop, notamment, qui vont ouvrir la plus grosse usine de recyclage chimique du monde en France des plastiques. On dit bien des plastiques. Ouais. Alors, recyclage chimique, il y en a beaucoup qui disent est-ce que ça va marcher ou pas. Nous, le recyclage du moment chimique ou mécanique, les deux, pour nous, on ne les oppose pas. C'est des moyens, on va dire, d'avancer vers une économie circulaire. Mais ce que je constate, c'est que c'est des investissements, notamment pour l'une des usines de 1 milliard d'euros. Il y a l'État qui va en payer 100 millions. Et c'est des usines qui vont ouvrir en 2025. Moi, je me pose la question. Alors, soit ils ne connaissaient pas la réglementation et ils investissent dans une usine qui va fermer 15 ans après, parce que s'il n'y a plus d'emballage plastique à usage unique sur le marché... En général, ils ont 2-3 experts juristes, les Américains, quand même. Exactement, vous n'avez plus de ressources. Ou soit, je pense qu'ils ont tout à fait compris qu'aujourd'hui, la France a mis en place un objectif, ce qu'on appelle aspirationnel, pour essayer de convaincre, on va dire, des entreprises à faire une transition, à passer à d'autres matériaux, à remplacer des gobelets en plastique par des gobelets qui sont en carton mais avec du plastique à l'intérieur, ce qui n'est pas forcément mieux. Et en l'occurrence, d'essayer de faire changer un peu les positions. Sauf que le risque de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'en fin de compte, les étrangers, eux, ils viennent, ils vont prendre des parts de marché sur le recyclage. Et les entreprises françaises d'emballage plastique, si à un moment donné, elles ne se renouvellent pas, si dans les cas de succession, ou éventuellement qu'elle dépose le bilan ou qu'elle change carrément de marché, on va toujours continuer à avoir des emballages plastiques en France parce qu'on est dans l'Union européenne. Vous avez la libre circulation des biens, les emballages vont finir par arriver d'Allemagne, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. L'Allemagne nous importe plus d'ailleurs de produits en plastique que ce que nous exportons. Je crois qu'il faut bien voir qu'à certains moments, les lois française et la transposition des lois conduit à des positions stupides. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'automobile, on est parti sur l'idée qu'il n'y aurait plus que des voitures électriques en Europe, et les Allemands sont en train de dire, finalement, il y aura peut-être encore des moteurs thermiques. Mais nous, on est déjà condamné les moteurs thermiques comme si c'était la fin du moteur thermique. Or, les gens sont en train de dire, 1, il y aura des moteurs thermiques dans l'hybride, 2, si jamais on utilise l'hydrogène comme carburant, finalement, le moteur thermique, c'est pas mal. Donc on voit bien qu'on a des positions dogmatiques dans les lois, idéologiques dans les lois, et que ces lois ne sont pas applicables. Et là, la loi sur le plastique recyclable, la loi AGEC, finalement, elle est mornée si jamais on la regarde. C'est-à-dire, il suffit de regarder les décrets d'application et les directives pour s'apercevoir que, effectivement, l'usage unique, c'est prohibé, sauf que si jamais vous avez une seringue et que vous revenez à la seringue dans la santé, eh bien, vous allez rendre malade un certain nombre de gens parce que vous ne la recyclez pas. Donc, il y a bien un problème de transposition des normes et de dogmatisme des lois françaises qui ne regarde pas les conséquences réelles sur les industries. Pierre-Yves Burlot, vous voulez réagir à ça parce que l'environnement, c'est votre domaine. Alors, effectivement, ce sujet est stratégique. Il y a un enjeu de transformation. Ce qui est intéressant, ce qui a été dit aussi, c'est que la France est attractive sur ces sujets. On a parlé des nouveaux projets de recyclage chimique, qui est un vrai enjeu stratégique en termes de nouvelles capacités. Oui, mais ça veut dire que c'est une fake news, c'est ça qu'il a dit, ça que j'aimerais vous voir réagir là-dessus, si c'est possible. La fin des plastiques à usage unique en 2040. Exactement. Alors, moi, on n'est pas producteur de plastique à usage unique. Non, mais comme je crois que vous avez travaillé au gouvernement qui a pris ces mesures, c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir votre analyse. Alors, du coup, la position de Séché Environnement sur ce sujet n'est... Non, pas de Séché, d'accord. Non, c'était avec votre expertise. Non, mais on voit bien que si jamais on veut recycler du plastique et qu'on investit sur 30 ans ou 40 ans pour recycler, et si d'un autre côté on dit il n'y aura plus de plastique, on marche à la tête. Exactement. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Alors c'est ce problème-là qu'il faut absolument remettre dans l'esprit des gens. De la même façon, lorsqu'on dit il n'y aura plus que des voitures électriques, on voit bien qu'il n'y aura pas dans un certain nombre de pays, la moitié des pays du monde n'aura pas d'électricité avant 150 ans. Donc déjà nous, on a des problèmes de recharge de voitures électriques, mais l'ensemble des pays d'Afrique et d'Asie ne seront pas des pays où il n'y aura que des voitures électriques. C'est impossible.
possible. Monsieur Donc le on voit bien qu'il y a un problème, et ce problème-là, il faut l'affronter. Alors, c'est le premier problème. Et le deuxième problème qu'il faut affronter, c'est celui de pourquoi on est parti, et que la rentabilité des entreprises françaises est inférieure à la rentabilité des entreprises étrangères. Ça, c'est une réalité. Alors, M. Estrosi a eu raison de dire il y a eu des Français patriotes qui sont restés, c'est vrai, et heureusement qu'on est là, et j'en suis un, mais aujourd'hui, on est attiré par le changement de pays. Simplement, si jamais sur les usines que je dirige aujourd'hui, je les transportais de l'autre côté du Rhin ou de l'autre côté des Alpes, je multiplierais ma rentabilité par 2. C'est quand même embêtant. C'est quand même embêtant de faire ce constat. Et c'est ce constat qu'il faut que les politiques et que les commentateurs aient dans la tête. C'est-à-dire que nous sommes moins rentables que les autres. Si nous sommes moins rentables, ça veut dire que les capitaux ne vont pas venir dans une entreprise autrement qu'en les rachetant. Et donc le fait de dire sans arrêt « Ah, c'est magnifique, les étrangers trouvent que la France est un pays superbe. » Oui, d'accord, mais s'ils achètent toutes les entreprises, c'est pas une solution non plus. Bon, je me tourne vers Nice, vous parlez de belles régions, on aime bien le Sud et Nice. Monsieur le ministre, sur ce sujet, on voit que la France a de belles réussites, Concorde à l'époque, le TGV, mais aujourd'hui, on a le luxe, très bien, qui réussit à la conquête des marchés étrangers. Mais sinon, ces réussites dont je parle, ça a l'air un petit peu caduque. C'est ça qui est inquiétant, non? Alors, de toute façon, ce dont vous parlez, ce sont nos échecs. Ce sont nos erreurs, et elles sont nombreuses. Mais on n'évoque pas le fait que nous sommes à un tournant où, de toute façon, il faut admettre qu'il y a des modes de gestion, d'organisation structurelle et des activités qui sont obsolètes aujourd'hui. Car on peut remettre en cause naturellement les gouvernements successifs qui ont commis des erreurs qui ont conduit à tout ça. Et c'est vrai que la France est sur un modèle suradministré, là où on prend toujours en référence l'Allemagne, où c'est souvent l'industrie et les capitaines d'industrie qui prennent le pas sur le politique et qui imposent même aux politiques un certain nombre d'initiatives. Mais ils ont la force pour eux aussi de prendre un temps d'avance. Moi, je vois aussi beaucoup d'industries françaises qui commettent de propres erreurs de gestion, de propres erreurs de vouloir tourner les dividendes sur la distribution vers leurs actionnaires plutôt que de réinvestir sur la modernisation, sur l'innovation, sur la recherche, sur le développement. Et que moi je voudrais qu'il y ait une fiscalité des entreprises qui soit modulable et qui soit pas figée en disant voilà, toutes les entreprises de moins de tant salariés c'est ça, tant de chiffre d'affaires c'est ça, quel que soit le modèle. Non. Moi, je voudrais qu'il y ait une sorte de flexibilité. Ceux qui réinvestissent, par exemple, 50 ou 60% de leurs dividendes sur la modernisation de leur outil de travail pour devenir plus compétitifs plutôt que de distribuer 80% à leurs actionnaires, devraient avoir une sorte de récompense en termes de charges et de fiscalité. Qu'elles n'ont pas actuellement. Qu'elles n'ont pas. Hein, c'est clair, elles n'ont pas. C'est-à-dire que oui, mais aujourd'hui, celui qui paie son dividende dans sa boîte, il n'est pas du tout rémunéré. Il n'est pas récompensé. Pas du tout. Donc ça ne l'incite pas bien sûr. à aller dans cette direction. Absolument. Mais si ça dure depuis longtemps. Ça fait longtemps que les entreprises disent pourquoi on ne le fait pas. Si ce n'est que de ne pas être incité à aller dans cette direction, nous conduit à ne pas nous remettre en cause. Est-ce que vous savez par exemple que d'ici 2030, il y a 20% de métiers qui sont pratiqués aujourd'hui qui ne seront plus pratiqués, qu'il y a de nouvelles économies qui aujourd'hui émergent tous les jours avec l'intelligence artificielle, etc., etc., et que si on n'admet pas que ce soit dans les formations, que ce soit dans les qualifications, que ce soit dans la restructuration des entreprises, qu'il y a des choses qu'il faut laisser de côté parce qu'elles seront plus d'actualité dans très peu de temps et qu'il faut transformer l'activité et la faire évoluer en conséquence, y compris même dans l'administration. Pour moi qui suis
entre guillemets, en tant que maire et président d'une métropole, le PDG d'une entreprise de 18 000 salariés qui pratiquent 160 métiers différents, je peux vous dire que en gestion des ressources humaines, nous essayons d'anticiper et de faire des passerelles, d'accompagner des formations en disant clairement à un certain nombre de nos agents, voilà, le métier que vous faites aujourd'hui, dans 2 ans, c'est fini. On n'en aura plus besoin. Alors c'est compliqué parce que l'administration française, qu'elle soit d'État ou qu'elle soit des collectivités territoriales, c'est immuable, c'est intouchable. Ça sera des gens inutiles plutôt que de leur donner au contraire la fierté de changer de métier dans leur vie, d'avoir des passerelles, de se requalifier. Donc tout ça est un tout. Et en même temps, comment a-t-on perdu ces dernières années des savoir-faire et sommes-nous devenus dépendants? Vous parliez de ma région. Je prends l'exemple d'une industrie qui s'appelle la CNIM, installée à la Seine-sur-Mer, qui est un champion dans le domaine de lanceurs balistiques, d'éléments et de composants pour les lanceurs d'Ariane, de tubes lance-missiles pour les sous-marins dans le domaine de la défense nationale, mais aussi dans le domaine nucléaire, mais aussi dans le domaine des industries liées aux écotechnologies, à la valorisation des déchets, etc., etc. Il y a eu des erreurs de gestion. Il y a eu cette protection patrimoniale des actionnaires. Il y a eu une organisation industrielle non intégrée. Donc, ils sont devant le tribunal de commerce, le parquet a demandé la fermeture de tout ça. Et ça veut dire qu'on risque de voir 2600 emplois extrêmement qualifiés dans une industrie de pointe qui appartient à notre pays sur des éléments stratégiques. Et on en a tellement perdu ces dernières années, dont on risque de mettre la clé sous la porte, plutôt que là, pour le coup, on aurait besoin que l'État français s'en mêle, mette les pieds dans le plat et dise on ne va pas perdre ce savoir-faire français. Vous demandez la nationalisation quand même pas. Je ne demande pas la nationalisation, mais il y a aujourd'hui des repreneurs potentiels français sur le marché qui se proposent, à condition naturellement qu'il y ait des aides de l'État et de la collectivité en contrepartie de grosses opérations de restructuration. J'ai l'impression qu'à Bercy, on doute un peu. On s'interroge, on se dit, est-ce qu'il faut mettre le doigt là-dedans? Est-ce qu'il faut laisser faire le tribunal de commerce agir, fermer, mettre la clé sous la porte? Et au fond, ces activités, elles seront reprises par d'autres, sans doute à l'étranger, qui nous rendront encore plus dépendants demain. C'est un bon point. Loïc Le Floch, président, tu leur disais, on veut pas d'État, on n'a pas besoin d'aide. Est-ce que dans ce cas-là, l'État peut faire quelque chose? Dans ce cas-là, que je connais moins bien que Christian Estrosi, mais connaît un peu, effectivement, du point de vue technique, scientifique et technique, l'entreprise est de grande qualité. Mais si jamais on lui avait laissé la possibilité d'être rentable et d'être compétitive, on n'en serait pas là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir eu des erreurs, mais disons que c'est parce que la compétitivité d'ensemble n'est pas satisfaisante dans les entreprises françaises qu'à certains moments, on n'arrive pas à investir. Alors les actionnaires ne viennent pas, puisque il n'y a pas de compétitivité et qu'il faut mieux mettre l'argent dans le foncier ou dans les assurances-vie. Les assurances-vie n'allant jamais dans l'industrie. Donc la rentabilité et la compétitivité étant insuffisante, les capitaux ne viennent pas et soudain, on s'aperçoit qu'on n'a pas fait le progrès dans le numérique, le progrès dans l'automatisation, le progrès... On n'a pas fait le progrès. Et il faut le faire. Alors, on se retrouve coincé par le fait que les produits sont trop chers et que on n'a pas fait les progrès de productivité nécessaires. Et on est là, mais on est là dans énormément d'endroits en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la CNIM. Et c'est ça qu'il faut changer. Et on change ça en prenant en compte le fait que notre industrie n'est pas compétitive parce qu'elle a des impôts trop importants et qu'elle a des charges sociales en moyenne trop importantes et que par ailleurs, la flexibilité de l'emploi n'a pas été faite. Et le droit de l'environnement étant pour quelque chose. Parce qu'il y a également, si jamais vous regardez la manière dont l'administration de l'environnement regarde la
CNIM, vous verrez qu'elle n'est pas très amicale non plus. Vous voyez, donc c'est cet ensemble-là qu'il faut essayer de changer, c'est-à-dire de bien se confronter à la réalité. Bien que la CNIM, au contraire, justement dans le domaine de l'environnement, apporte dans le domaine des économies d'énergie, de la valorisation. Oui, mais elle a des surinvesti. déchets. Elle a surinvesti, mais gratuitement. Mais par contre, je me pose une question. Est-ce que vous ne pensez pas, c'est ce que je pense en ce qui me concerne, que tout ça et aussi le rapport pour les Français qui placent, et nous voyons bien qu'aujourd'hui, avec ce que nous venons de traverser, plutôt que les Français mettent dans la consommation, ils préfèrent placer dans de l'assurance vie, etc. Ce qui amène, je crois, à peu près 250 milliards d'euros ou quelque chose comme ça, de l'argent des Français à être placé sur des fonds de pension américains aujourd'hui. C'est ça, hein, absolument. En gros, c'est ça. Et ça, c'est absurde. Et ça, c'est absurde. C'est ce sujet-là qui n'est pas traité, et c'est ce sujet-là qui nous coince. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux proposer aux Français un programme plutôt que des plans d'assurance vie, un programme de réindustrialisation de la France. C'est pour ça que le mot réindustrialisation n'est pas mauvais. Des plans investissement, épargne, innovation, d'accord, qui pourraient être d'un rapport beaucoup plus important que l'assurance vie d'ailleurs. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait par le général de Gaulle et par Poincaré avec Jacques Rueff. C'est la même situation. C'est-à-dire, vous risquez votre argent dans l'entreprise industrielle. Si jamais ça gagne bien. Et si jamais ça perd peu. Et si jamais on continue à être dans la situation actuelle où si jamais tu perds tout. Et si jamais tu gagnes très peu parce qu'on te le prend, eh bien ça marche pas. Et c'est ça la situation dans laquelle on est. Et donc, je pense, moi, que nous devrions aujourd'hui, on déplacerait ne serait-ce que 20% de ce qui est positionné sur l'assurance vie. 10%, ça suffit. Même on 10%, rachète tout. 10% pour le placer sur des plans d'innovation. C'est ça qu'il faut faire. On règle tout le problème à la fois l'innovation, la recherche, le développement, la réindustrialisation de notre pays. Alors, voilà. je reviens à l'échelle régionale. Vas-y. Quel choix Alors, comme vous n'êtes pas encore candidat à la présidence pour mettre tout cela en œuvre... Et je ne suis candidat à rien non plus. Effectivement. Mais vous êtes à la tête, effectivement, de Métropolis Côte d'Azur. Quel choix avez-vous fait pour aider l'industrie dans cette métropole? Je dis aider, parce qu'accompagner, j'ai pas le droit. Alors, aider... Non, mais aider non plus, on n'a pas besoin d'être aidé. Il a fait des choses quand même, il va nous dire. Travailler, c'est ça. On va l'écouter. C'est compliqué, mais nous le faisons. Et je me suis d'abord doté de gens très qualifiés à mes côtés. Mon vice-président de la métropole en charge de l'industrie et Jacques Richier, le président d'Alliance, qui, dans ce domaine, m'accompagne beaucoup. Nous nous sommes dotés d'une opération d'intérêt national. J'ai fait presque un délit d'initié. J'étais ministre de l'Industrie et je me suis confié en tant que président de ma métropole une opération d'intérêt national. C'est rare de l'avouer au micro de journaliste. J'apprécie l'honnêteté. Comment ? Sophia Antipolis, c'était pas mal. C'était pas mal et ça reste pas mal et je me bats pour que ça reste compétitif. Le problème, c'est qu'à l'époque, on construisait des usines à la campagne. Et qu'aujourd'hui, alors qu'on n'anticipait pas avec les moyens de transport et de déplacement, là aussi, l'activité doit être intégrée à la vie sociale. Et quand on commence à bâtir des usines qui vous coûtent 1 heure le matin, 1 heure le soir, quand c'est pas plus, de rupture de lien social et familial, il y a un moment où c'est fragilisé. Des lieux d'ascendance. Donc, on a fait un modèle en ce qui nous concerne, qui est une technopole en cœur de ville. Regardez le 22 Arrobas à Barcelone, qui est au pied de la Sagrada Familia. Oui. Aujourd'hui, l'industriel a envie d'être dans un tissu urbain où il y a une mixité entre le logement, l'immobilier d'entreprise, les salles blanches, les laboratoires, etc. C'est le modèle du 21e siècle. Proximité, éducation et santé. Parce que le mode de vie et les écoles
qui vont avec. Oui. Bon, en moins de 10 ans, j'ai choisi d'industrialiser une ville qui était exclusivement tournée vers les services et vers le tourisme. Et en moins de 10 ans, c'est Schneider Electric, c'est Cisco, c'est IBM, c'est Bosch, c'est le Central Énergie Atomique, accompagné d'une antenne de l'école centrale et d'autres grandes écoles qui se sont implantées là. Même dans l'industrie du cinéma, l'école Louis Lumière quitte la plaine Saint-Denis et les studios Besson pour nous rejoindre, parce qu'on offre un modèle où, plutôt que de vouloir faire des gains sur le foncier qui est one shot, parce qu'une fois que le foncier est vendu, et on sait que le foncier est cher chez nous, et que l'administration qui gère un établissement public a toujours tendance à se dire on fait rentrer des fonds en vendant cher le foncier. Moi, j'ai mis un terme à tout ça. J'ai dit stop, je préfère vendre à perte du foncier en m'assurant que c'est de l'activité industrielle qui, de manière durable, avec les emplois et avec la production, va au contraire rapporter de la CFE, de la CVAE à la collectivité, nous permettre de réinvestir et d'attirer toujours plus d'entreprises compétitives. Voilà, donc, oui. Voilà comment j'essaie d'aider à l'industrialisation. Puis quand on traverse les crises, voilà, on a traversé la crise économique et sanitaire. J'ai exonéré de près de 8 millions d'euros de CFE qui ne sont pas rentrés dans les caisses de la collectivité. Mais le résultat des courses, c'est qu'à la fin de l'année 2021, on fait 3,5% d'encaissement de TVA de plus que l'année 2019, qui était une année sans Covid, parce qu'il y a des moments où la collectivité, où l'État doit faire les sacrifices, doit oublier les impôts de production. Et doit oublier les impôts de production. Absolument. La réindustrialisation pose la question de l'aménagement du territoire, on l'a compris en vous écoutant. Pierre-Yves Burlot, vous, comment vous soupesez les termes de cette équation réindustrialisation, aménagement du territoire? Vous avez des sites de production un petit peu partout dans le monde? Oui. Alors, effectivement, nous, on mesure effectivement la chance qu'on a aussi d'avoir des élus qui accompagnent nos entreprises sur nos territoires. Ce que je trouvais intéressant dans ce qui a été dit, c'est aussi le traitement spécifique qu'il faut avoir aux entreprises, avec les entreprises industrielles, que ce soit sur la gestion du dividende, sur la gestion de l'actionnariat, sur la gestion des fonds, notamment en termes de fonds de pension, avec l'orientation vers des sujets de l'innovation, des sujets industriels. L'industrie nécessite du temps long. Construire un site industriel, l'exploiter, le transformer potentiellement, ça se compte en années, voire en dizaines d'années. Et effectivement, il faut une vision, il faut un engagement sur le long terme, il faut de la R&D. Et c'est effectivement le besoin des entreprises industrielles. Et c'est vrai que certaines typologies d'entreprises, notamment les entreprises familiales, ont cette capacité à se projeter dans le temps long. Et c'est aussi une spécificité de ces chefs environnement qui a la particularité d'avoir un alignement entre l'actionnariat et les dirigeants. Et donc cette vision, depuis plus de 30 ans, pour développer son activité. Alors, en France, on a 40 sites. C'est des sites classés pour la protection de l'environnement. On est effectivement à chaque fois en lien avec les élus locaux pour ces questions d'aménagement, ces questions de formation, de compétences. On en a parlé. Nous sommes experts du déchet dangereux. On recrute beaucoup de chimistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on a des pénuries sur certains métiers, des pénuries qui vont s'accélérer parce que les niveaux de formation n'ont pas été à la hauteur des futurs besoins. Et effectivement, il y a un mur aussi qui va être celui de la compétence. Et effectivement. Donc vous demandez quoi au futur ministre de l'Éducation, au présent, qui a encore quelques semaines? Pour nous, c'est plus large que l'éducation. C'est une question de formation universitaire, formation tout au long de la vie. Mais effectivement, remettre de la fierté dans l'emploi industriel, pour nous, c'est indispensable. Alors vous parlez de déchets, c'est vrai que c'est... Sur l'éducation, simplement, oui. Parce que c'est pas que le ministre de l'Éducation. Je pense que le ministre de l'Industrie doit mettre les pieds dans le plat. Polytechnique, ça dépend du ministre de l'Industrie. Bon, moi je me rappelle en pleine crise industrielle, lorsque j'étais en charge entre 2008 et 2010,
je regarde, je découvre mes dossiers, et je vois qu'à Polytechnique, vous avez 10% des élèves qui sortent de Polytechnique qui se tournent vers l'industrie, et 90% qui se tournent vers la finance. C'est bien payé, hein. Au moment où nous avions la plus grave crise financière du siècle écoulé, dans le domaine financier. Je me Ça rappelle, n'a fait qu'ajouter à la crise. Ce qui n'a fait qu'arroger. Et donc, je me rappelle m'être rendu à Polytechnique pour dire avec des mots assez durs et assez forts aux élèves, et bon, voilà, la finance, pendant tout le siècle à venir, ça fera comme ça et comme ça. Vous aurez l'impression d'avoir des moments d'euphorie extraordinaires, puis il y a des moments où vous allez vous dire, je n'en sortirai plus, je vais au fond du trou, alors que l'industrie, ça sera toujours un métier solide. La production, le parfum d'une usine. Ça dépend quelle usine. Je ne sais pas si dans les usines de déchetterie de séché environnement, ça sent très bon, Pierre Burlot. Ne nous cachons pas, il va falloir qu'on multiplie par 2 la production industrielle en France. On a divisé par 2, il faut la multiplier par 2. C'est ça le sujet. Alors c'est peut-être pas la réindustrialisation, mais il faut multiplier par 2. La puissance d'une nation, il faut que les ingénieurs aillent en industrie. Elle se mesure par sa puissance industrielle, pas par sa puissance financière. C'est ce qu'il faut comprendre, parce que un investissement sur l'industrie, c'est justement un investissement à long terme. Et c'est en cela que j'apprécie à la fois le plan de relance qui a été négocié avec l'Union européenne par le gouvernement, ou même les collectivités comme la mienne en bénéficient. Vous vous rendez compte que j'ai signé un contrat avec l'État sur le plan de relance de 2,4 milliards d'euros à consommer sur 3 ans. Ce qui me permet de faire passer en 2022 mon budget d'investissement, qui était en moyenne de 200 millions d'euros par an, à 270 millions d'euros par an. Bon, vous vous rendez compte, quand vous ajoutez à un rythme moyen d'investissement public, sachant qu'un euro investi dans le public, si vous faites des choses plus intelligentes que de faire simplement des ronds-points avec des parterres de fleurs. Vous parlez de la capitale, peut-être mais que vous structurez, au contraire, un territoire pour le rendre compétitif et attirer des investissements productifs. Sur la cohésion sociale, sur la transition écologique, sur la compétitivité, vous pouvez faire un effet de levier de 1 euro du public pour 10 euros pour le privé. En tout cas, chez moi, c'est ce que ça produit aujourd'hui. Donc, ce sont des choix stratégiques par rapport à une situation de crise, personnellement, que j'apprécie. Le plan France 2030, qui tire toutes les conséquences qu'on est en train de tirer ensemble autour de cette table aujourd'hui, quand on voit comment nous avons perdu la bataille dans le nucléaire civil, avec les erreurs d'EDF, d'Alstom, etc., etc. Et des gouvernements successifs. Et des gouvernements successifs, exactement. Alors que nous étions les champions du monde grâce à ce qu'avaient impulsé Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, on va remonter, mais le temps de remonter, à travers ce plan, avant 5 ou 6 ans, on ne va pas produire... on ne fait pas des EPR en 2 ans. Hein, sur tout ce qui est demandé, c'est-à-dire un modèle très différent de ce que nous produisions à l'époque. Maintenant, ce sont 2 petites microcentrales à l'échelle de petits bassins, où vous avez la construction, la maintenance, et que vous devez même signer votre contrat jusqu'à la déconstruction, qui est elle-même une nouvelle industrie dans le domaine de l'environnement. Les entreprises de déconstruction vont être des industries extrêmement créatives d'emploi et productives de richesse, dont on n'a pas encore pris la mesure. On parlait de batteries électriques. On ne s'est pas encore suffisamment posé la question sur le fait qu'on en produit. Si on se la pose, on sait que c'est complètement idiot. Avec des modèles, qui tous les 6 mois sont dépassés parce que elles n'ont pas suffisamment d'autonomie et qu'il faut monter en puissance. Mais où y a-t-il une usine de déconstruction
de batteries aujourd'hui ou de recyclage de batteries aujourd'hui. Des décharges au Ghana comme pour les téléphones portables. Alors, je fais circuler la parole. Joseph Taïfé, tout à l'heure, M. Estrosi parlait du parfum de l'industrie. Je ne sais pas si ça sent bon dans vos sites de production. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est très dense ce qui a été dit sur la manière dont on peut attirer les jeunes, les moins jeunes, les polytechniciens vers l'industrie. Est-ce que l'offre est intéressante en termes de perspectives professionnelles? Pour pouvoir attirer les jeunes vers l'industrie, il faut déjà effectivement que la politique gouvernementale, d'un point de vue pratique, montre que l'industrie est utile. L'industrie nucléaire a été un super exemple dans lequel, il y a quelques années, on l'a abandonné. Là, on y revient. Tant mieux, j'ai envie de dire. Il est jamais trop tard. Et je prends mon pari que concernant le plastique, on aura la même histoire avec certainement, on va dire, un changement législatif par rapport à ce qui a déjà été fait. Parce que c'est les mêmes problématiques aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des champions de la plasturgie en France, dans toutes les régions. Il faut savoir que la plasturgie, notre industrie, c'est 80% de PME, TPE. Donc, il y a des entreprises de moins de 50 salariés pour la plupart. Et là, en l'occurrence, on est là et on nous dit, mais votre industrie va s'arrêter, il faut passer à autre chose. Alors que partout ailleurs en Europe et même au niveau mondial, quand vous voyez que les ONG disent que l'industrie plastique va doubler d'ici 2040 et quadrupler d'ici 2050, il y a deux possibilités. Soit on essaye de participer à cet essor avec les autres, ou soit à ce moment-là, on dit qu'on arrête, mais c'est les autres qui vont le faire. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est exactement la même problématique que l'électrique dont M. Estrosi a parlé, et également même le nucléaire, que ce que les écologistes disent, c'est les problèmes des déchets. C'est-à-dire que c'est une question de gestion des déchets. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est... On va dire, on a cette problématique-là, c'est qu'on a lancé des produits à un moment donné parce qu'effectivement, il y avait un besoin. On n'a pas pensé à la fin de vie. On n'a pas pensé à comment on les conçoit. Donc là, aujourd'hui, il y a cette prise de conscience qui est déjà en cours. Et en l'occurrence, les entreprises sont en train d'innover. Effectivement, il y a votre société Séché Environnement qui travaille un peu sur le plastique. Il y a Paprec qui a travaillé avec la commission industrie. Vous avez Veolia, Suez. Il y a quand même des grands champions du recyclage. Et ces entreprises-là, en fin de compte, il faut leur donner des perspectives. C'est-à-dire que si on leur dit, écoutez, les collectivités d'ailleurs qui dépendent quand même au niveau des déchets. Si on leur dit écoutez, demain le plastique qui représente quand même la majorité des déchets va être supprimé, qui va investir dans des centres de recyclage? Qui va investir dans de la collecte? Qui va investir dans du tri? On fait réagir justement un spécialiste du recyclage. Vous avez une chance, vous, votre ressource, c'est le déchet. La chance, c'est que la ressource, elle est locale. Alors, c'est une chance, c'est un risque. Expliquez-nous. Alors, effectivement, le déchet, c'est la ressource locale par excellence. Ça, c'est sûr. Et on a un objectif qui est le principe de proximité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit, autant que faire se peut, on a parlé de l'Afrique, valorisé, recyclé, le plus près possible. Exactement. Merci. Mais finalement, ce qu'on voit aussi poindre... Alors, la question était qu'est-ce qu'on demande en termes de formation à l'État, aux politiques en général? Je pense qu'il faut aussi faire un travail sur les industriels. Il faut aussi donner aux jeunes des perspectives d'avenir. Effectivement, l'industrie permet une vision long terme, mais il faut que cette vision soit aussi alignée avec une transition aussi écologique qui est souhaitable de plus en plus pour les jeunes. Et on le voit, nous, dans les profils qu'on cherche à recruter, on nous demande qu'est-ce qu'on fait pour la transition écologique. Et c'est un critère de choix des meilleurs étudiants, parfois, qui nous disent moi, j'ai mon bagage scolaire, universitaire, mais je veux m'appliquer, je veux que mon métier ait du sens. Et ça, on le voit de plus en plus. Et donc, nous, entreprises industrielles, on a aussi cette volonté de montrer que nos métiers ont du sens. Aussi, nous, on a eu à faire notre transformation. Les acteurs du déchet, historiquement, c'était très linéaire. Production de déchets, élimination de déchets. Aujourd'hui, on nous oblige, et on le fait aussi par anticipation, à être dans une démarche d'économie circulaire. C'est aussi une transformation qui a un coût industriel, qui a un coût en termes de besoin de formation, de besoin de compétences. Mais effectivement, cette transformation a aussi du sens pour attirer des talents et pour attirer effectivement les... Je pense que ce qui est important, c'est de faire en sorte que les gens comprennent bien qu'il n'y a pas disparition de quelque chose, il y a transformation. Et nous avons trop tendance à considérer qu'on va faire disparaître. Alors, l'automobile va disparaître. Alors, le thermique va disparaître. Le nucléaire va disparaître. Le plastique va disparaître. C'est pas comme ça que ça se passe.
Hein, c'est-à-dire qu'il y a une transition, c'est long, d'abord, et il y a de l'espoir, et on va essayer de voir comment on améliore les choses. Là, aujourd'hui, on nous avait expliqué que grâce aux éoliennes chez les Allemands, on allait faire disparaître le fossile, et puis on se retrouve avec une Allemagne qui dit bah non, moi je peux rien faire avec la Russie, je suis obligé de prendre le gaz de Russie, parce autrement j'arrête. Bon, ben, ça veut dire que vous n'avez pas, avec l'éolien, fait disparaître le besoin du gaz. En tout cas, les Allemands. Non, mais pendant 20 ans, ils nous ont bassinés là-dessus. Ils ont dit, voilà, grâce aux éoliennes, on va être tranquille, vous inquiétez pas, on va être indépendant. Votre nucléaire, vous l'enlevez. Donc, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est il y a des transitions et on voit bien qu'on numérise l'intelligence artificielle, on numérise, on automatise, etc. Oui, d'accord. Le gaz, on va en avoir. Le pétrole, on va en avoir. Pourquoi ? Parce que le pétrole, on en a besoin pour les plastiques. Certes, on va avoir du biosourcé dans les plastiques. Certes, mais ça va être long. Donc tout ça, c'est de la transition. Et pour les jeunes qui arrivent dans le monde du travail, leur dire, ça c'est fini. C'est fini. Moi, je me souviens, mais dans ma propre famille, les enfants, ils disaient, mais comment votre père, il est dans le pétrole, mais c'est abominable, comment c'est possible, etc. Il faut arrêter le pétrole. Non, ça ne va pas arrêter. On va continuer à faire du pétrole, on va continuer à faire du gaz, on va faire du nucléaire, etc. Et donc il faut redonner l'espoir aux jeunes de l'industrie, c'est le temps long. Et ce temps long, c'est un temps où il y a des transitions et où on essaie de regarder comment on bénéficie des avantages du plastique, des avantages du pétrole, des avantages du gaz, et puis on essaie d'enlever les inconvénients des uns et des autres au cours du temps. Et effectivement, aujourd'hui, on peut arriver à des moteurs thermiques qui font 1 ou 2 litres au 100, et par conséquent, on va arriver à des choses qui vont être analogues en termes de pollution et analogues en termes de CO2 avec ce qui est fait dans le moteur électrique. Par contre, sur le moteur électrique, si jamais on n'a pas regardé l'ensemble de la filière, comment on a pris le cobalt, le nickel et un certain nombre de produits, et si on ne regarde pas comment on recycle ou on ne recycle pas, eh bien, on se retrouve en difficulté. Le lithium, c'est très difficile parce que comme ça explose à l'air et à l'eau, le recyclage du lithium, je demande à voir. Donc on va peut-être attendre une centaine d'années avant de savoir. Mais c'est un vrai sujet. Mais c'est un vrai sujet. Mais ça explose à l'air et à l'eau, le lithium. Attention. Une notion qui est en filigrane de tous vos développements, c'est de l'indépendance. Tout le monde en rêve dans l'indépendance. Quand il y a eu la Chine, on s'est dit, oh là là, on n'est pas indépendant. Monsieur Macron, notre président, a décidé qu'on allait reproduire du paracétamol en France. Vous parlez des éoliennes allemandes qui se retrouvent pieds et poings liés vis-à-vis de la Russie. Vous avez une magnifique entreprise industrielle à Nice, je pense à Virbac. Cette demande d'indépendance, est-ce que c'est concevable? On est dans une chaîne de valeur, donc comment on fait le dosage? Non, mais c'est complètement envisageable. D'abord, regardez comment, à l'échelle des collectivités, nous nous rendons nous-mêmes indépendants de beaucoup de choses. On parlait du traitement des déchets, et c'est essentiel. J'ai une usine de traitement et de valorisation. Avant, on transportait les boues à 300-400 km. Maintenant, on recycle tout sur place. On fait des réseaux... On trie, on fait des réseaux de chaud et de froid qui nous permettent de faire des économies d'énergie importantes et aussi naturellement limiter les émissions de CO2 et de contribuer à l'objectif de moins 55% en 2030. Et surtout pour le contribuable, pour le pouvoir d'achat, de pouvoir maintenir un taux de ce qu'on appelle la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, un niveau très bas, je suis à 8%. Bon, je vois dans des villes voisines sur le même territoire que le mien où on est à 19%, parce que à force de vouloir faire de peine à personne et de ne pas monter leur unité de traitement, ils envoient dans le Nord-Pas-de-Calais le traitement de leurs déchets. Là où moi j'ai garanti pour 70 ou 80 ans avec les marges de traitement où on a encore 40% de marge, et avant qu'on arrive en termes de démographie à arriver à ça. Donc ça fait partie de ces sujets comme l'eau, l'assainissement, les énergies où aujourd'hui avec le solaire, l'hydroélectrique. Alors certes, j'ai une métropole qui part de 3000 mètres d'altitude, j'ai pris les sommets versants jusqu'au bord de la Méditerranée.
pour pouvoir avoir un écosystème où entre la neige qui fond dans les lacs qui coulent dans les torrents qui coulent dans les rivières et qui alimentent les nappes phréatiques du fleuve pour se déverser dans la Méditerranée, ça me fait l'hydroélectrique, ça me fait la filière bois, ça me fait le solaire, ça me fait la géothermie, ça me fait le traitement de la houle, ça me fait la valorisation des microalgues avec un laboratoire océanographique à Villefranche-sur-Mer, etc., etc. Avec tout ça, alors que nous dépendions d'une alimentation par une ligne à 400 000 volts qui partait de Cadarache à 250 km, eh bien, nous sommes en train de passer en moins de 12 ans de 3% des énergies produites par rapport aux énergies consommées à près de 35% d'énergie produite par rapport aux énergies consommées, et en même temps fait baisser la facture énergétique. Donc on arrive à un modèle de plus en plus vertueux et compétitif, en s'appuyant sur le numérique d'ailleurs, qui organise tout ça, avec ce qu'on appelle les technologies Smart Grid, et on fait de notre territoire une Smart City, où on gère les déplacements, les flux de circulation, l'intensité de l'éclairage la nuit, en fonction du niveau de circulation ou des piétons qui passent ou qui ne passent pas, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut voir tout de manière globale. Et à l'échelle nationale, moi je vous parle des petits sujets d'un territoire, mais à l'échelle nationale, naturellement en matière de santé, en matière de formation et en matière de défense particulièrement, on doit retrouver la totalité de notre souveraineté pour ne plus être confronté, le domaine énergétique étant un domaine majeur, mais on a des opportunités. Permettez-moi de terminer mon intervention là-dessus. La mobilité électrique, c'est un vrai sujet. On n'est pas sûr que ce soit un système durable. Bon. Mais l'hydrogène vert est un vrai beau sujet, parce qu'avec nos ressources naturelles, nous pouvons, je pense au solaire par exemple, produire l'électrolyse qui nous permet de faire de l'hydrogène vert. On sait aujourd'hui la stocker, on sait l'acheminer par des pipelines comme on peut le faire pour les hydrocarbures, etc., etc. Et alors que nous étions dépendants des énergies fossiles qui nous étaient fournies d'ailleurs, pour la première fois, on rentre sur des sujets où nous pouvons nous trouver une part d'autonomie et en même temps créer des emplois nouveaux, de la compétitivité dans ce domaine. Bon, c'est un exemple, il y en a bien d'autres, mais je veux dire, il ne faut pas se dire il y a un modèle, il faut se dire il y a plusieurs modèles. Loïc Le Floch-Prigent avait raison de dire que les moteurs à énergie thermique, naturellement, je suis sûr que dans 5 ou 10 ans, je suis président du Grand Prix de France de Formule 1. Bon, je l'ai fait revenir 10 ans après d'absence au Castellet, après avoir une négociation avec Bernie Ecclestone, et je posais la question à quelques ingénieurs des écuries de McLaren, de Mercedes, de Ferrari, etc. Je leur disais, bon, quand même, on est tous à dire faut que de la bagnole électrique, faut aller vers l'hydrogène, faut de la voiture propre. Les industriels de l'automobile nous disent bon, allez, dans 4-5 ans, on sera déjà à 80% de notre production avec la voiture propre. Et je ne sais pas ce que je disais, est-ce que ça aura encore du sens de faire tourner des voitures qui font vroom vroom autour d'un circuit, même si ça peut passionner un certain univers de fans et de sportifs. Et j'en fais partie. Ah oui, vous êtes champion du monde de moto. Vous savez qu'une Formule 1, il y a 10 ans, ça consommait 220 litres sur la durée d'un Grand Prix. Aujourd'hui, ça en consomme 100. Dans 5-6 ans, ça consommera peut-être 25 à 30 litres sur la durée d'un Grand Prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la compétition est aussi un moyen qui contribue à l'innovation. Et quand Loïc Le Floch-Prigent nous dit on aura des moteurs thermiques qui, avec du carburant propre,
réussiront à faire 1 litre ou 2 litres au 100, je suis à peu près convaincu qu'en continuant à travailler aussi à travers la compétition sur des modèles d'innovation qui ont toujours contribué à la modernisation de la mobilité, on va aussi vers ce modèle-là et qu'il ne faut pas l'abandonner. Merci Monsieur Christian Estrosi. Je remercie tous nos invités pour leur éclairage sur ce dossier extrêmement dense de la réindustrialisation. On a beaucoup parlé des déchets ce matin. Je rassure les auditeurs, on a d'autres ressources que les déchets en France. On est très très fort, j'ai compris là-dedans. Mais en tout cas, le débat se poursuit avec cette deuxième table ronde dans un instant. Relocaliser comment, en combien de temps faut-il l'argent de l'État? Eh bien, vous avez eu quelques indices de nouveaux invités dans un instant sur cette nouvelle table ronde. Merci de votre attention.